Alors ici, on est dans les pentes de l'Altenberg de Volksheim. C'est des pentes plein sud, au cœur de l'amphithéâtre qui comporte deux grandes collines, calcaire couquet, calcaire oolitique, avec du grès d'un côté, du leuce de l'autre. De belles graves autour de cette chapelle qui était un lieu de culte celte et ensuite romain. Ce sont déjà 5 terroirs complètement distincts avec encore des terroirs de galets au-dessus. Donc Volksheim, c'est une terre un peu magique, bénie des dieux. Donc là, on va se trouver maintenant au cœur de l'Altenberg de Volksheim, Altenberg Grand Cru, sur un terroir marno-calcaire. La parcelle derrière moi, c'est une parcelle de Riesling plantée en 1990. Donc sur Volksheim, on est donc vraiment sur du marno-calcaire. Une petite parenthèse pour dire rapidement ce que sont les marnes. Il s'agit d'un mélange d'argile et de calcaire. Il faut qu'il y ait au moins 35% d'argile ou de calcaire pour qu'on puisse parler de marne, sinon on parlera d'argile calcaire ou de calcaire argileux. Donc on aura toujours des Riesling avec une belle acidité présente. L'acidité va vraiment être le marqueur du terroir, mais c'est une acidité qu'on va avoir massive, c'est des vins qui sont vraiment massifs. Et l'acidité ne sera jamais verte, tranchante, mais elle sera toujours là et élégante. Ce sera vraiment le marqueur. Par contre, les terroirs mettent quand même du temps à s'affirmer sur nos vins. Ils mettent au minimum 3-4 ans pour que le terroir s'affirme. Et au bout de 3-4 ans, on remarque même que la pâte du viticulteur s'efface au fur et à mesure du terroir. Et les vins deviennent vraiment, quand on les a dans les dégustations avec les vins de nos collègues, on voit l'air de famille. On a de plus en plus de mal à distinguer nos vins de ceux de nos collègues. C'est vraiment le terroir qui va prendre le dessus, même sur la pâte du viticulteur. Il faut juste l'attendre. Ouais. Jeune, c'est comme dans tous les grands crus, les 2 premières années, le côté variétal va quand même malgré tout dominer. Malgré cette acidité qui sera là dès le début, cette ampleur, mais au fur et à mesure, tout ce qui va être minéral va s'affirmer de plus en plus. Le cépage va totalement s'estomper. Et c'est vraiment ce côté-là qui va s'affirmer en premier. Donc l'idée, c'est effectivement, si on est dans cette écoute d'un terroir, prenons ici, on est sur une croûte oolitique, c'est un calcaire du Jurassique assez ferrugineux, donc qui est relativement chaud. Pousse ici l'origan, le serpolet, il y a les 2 sortes de lézards, mais essentiellement du lézard des souches, avec des papillons, n'importe, des macaons porte-queue, des azurés du serpolet. À partir de là, cette vie, elle traduit quoi? Elle traduit une chaleur qui fait que la vigne, déjà du fait de la pente, elle a la lumière. La chaleur permet aussi d'avoir un environnement très poussant. L'intérêt, c'est que sous la croûte de Jurassique, il y a toutes les marnes. Donc il y a une bonne centaine de marnes là-dessous, avec les réserves hydriques et les sels minéraux. Alors ça ne se voit pas dans cette vigne parce qu'elle est encore jeune, mais une fois qu'elle sera grande, ce sera sans doute au moins comme ça, avec des branches de plusieurs mètres qu'on ne taille pas, d'où un cycle assez court en maturité. Ce muscat, on peut le vendanger le premier jour des vendanges à 13 degrés d'alcool, il est largement assez mûr pour produire un vin sec. Et donc on va retrouver dans ce terroir de l'Altenberg, par exemple, les 3 grandes composantes, si on veut déjà parler un peu aromatique, d'agrumes épicés, surtout d'absinthe, de serpolet, d'origan, mais c'est des choses très terpéniques, et toujours aussi une dimension un peu plus d'épices, clou de girofle, le muscat c'est de la pure noix de muscade, et en Riesling on est plutôt dans le poivre blanc ou le gingembre. Mais indépendamment de l'aromatique, qui n'est peut-être pas spécifique au terroir, il y a surtout cette grande largeur. La puissance de ce terroir donne un toucher de bouche immense, énorme, dès le début de bouche, qui reste très long. Ce sont des vins qui sont fermés les 3 à 5 premières années, qui prennent une bonne dizaine d'années pour s'ouvrir sur une acidité très présente. Mais voilà, c'est un torrent qui déboule quand il est jeune dans nos vins, et il va prendre 15-20 ans pour devenir un long fleuve tranquille. Sinon, c'est une jeune parcelle ici de muscat, à notre façon, avec des secs très bas, avec des plantes qui prennent le temps de vieillir. C'est une parcelle, elle a 10 ans, on commence à peine à récolter des raisins. L'idée de travailler en faune et flore sauvage, c'est-à-dire sans faucher, sans semer, sans travailler le sol, pour avoir toutes les plantes et tous les insectes et tous les animaux de toute la chaîne. Et de l'autre côté aussi, que la vigne soit un être vivant
au cœur de cette biodiversité, c'est tout simplement d'écouter ces fameux terroirs de Volksheim, de voir ce que raconte un muscat au cœur de l'Altenberg ou de ce que raconte un Riesling dans le grès rose de la Carrière Royale. C'est 2007, elle aura 10 ans. Et on a revendiqué l'Altenberg la première fois, parce que je suis pressé, de montrer à quoi ça ressemble un muscat de l'Altenberg en 2015. Donc 16 c'était notre deuxième et 17 ce sera notre troisième millésime où on l'a vinifié à part. Auparavant on avait une vigne de muscat tout là-haut. On est en train de monter les pinots noirs tout là-haut à 300 mètres et donc on l'assemblait. Avant on l'assemblait quoi. On pouvait... Déjà là c'est encore jeune mais c'est intéressant quand même. À la dégustation ça commence déjà à bien se faire quoi. C'est le premier muscat sur le Grand Cru? Ah ouais, je crois pas que les autres le revendiquent. Les autres, ils ont souvent les muscats. Alors Volksheim, dans le Grand Cru, on a plutôt sur l'arrière ce qu'on appelait autrefois la Heich, et c'est plutôt marneux, les pinots gris, des Gewürztraminer et des muscats. À l'avant, ce sont essentiellement des Riesling et des Gewürztraminer qui sont ici, sur la partie donc plein sud et un peu plus rocheuse. Mais j'avais envie dans ma meilleure parcelle de mettre le muscat tout simplement parce que c'était la première mention écrite de ce cépage en Alsace à Volksheim. Et vu que c'est le meilleur endroit pour que ce raisin quand même assez fragile mûrisse, à l'époque c'était que le petit grain, il n'y avait pas de tonnelle au XVIe siècle. Donc c'est de voir à quoi pouvait ressembler ce muscat Alsace à Volksheim sans rien quoi. Pour des raisons historiques. Ouais, c'est une curiosité. On a le droit d'être curieux. Oui, non, mais complètement. Tout comme on peut se demander quel était le Riesling. À l'époque, s'ils l'ont mis là, c'est que... Voilà, s'il y avait cette mention, ça voulait en tout cas dire que c'était déjà connu. Et on s'y référait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de muscat ailleurs, mais on n'en parlait pas. C'était peut-être soit assemblé, soit mélangé, ou c'était du muscat, mais on ne disait pas. Si là on a bien marqué que c'est du muscateller, ça veut dire que c'était quelque chose de connu, de recherché, en tout cas d'apprécié sans doute quoi. Seconde petite parenthèse, puisqu'on est dans l'histoire, donc il y a une grande fierté historique de la part des vignerons de Volksheim. C'est un terroir qui a très souvent été mis en avant de par l'histoire, et il a même été au menu de l'inauguration donc de la Tour Eiffel. Pour toi, quel est le cépage qui s'exprime le mieux sur Alors Volksheim, à cause de la chaleur, les pinots gris sont toujours un peu grillés, un peu puissants, on manque peut-être de fraîcheur. Donc on en a aussi dans le Grand Cru qu'on va plutôt travailler en macération pour garder une partie tannique. Mais sinon, les Riesling et les Gewürztraminer sont parfois très proches. C'est assez rigolo parce que certaines années, ce sont les Gewürztraminer qui mûrissent avant. D'autres années, ce sont les Riesling qui mûrissent en premier. Donc il y a là une espèce de compétition en termes de comportement de ces deux cépages. Les similitudes, de toute façon, se retrouvent indépendamment du cépage. En tout cas, sur Muscat, Riesling et Gewürztraminer, on a vraiment, en termes de toucher de bouche, de structure de vin et d'évolution dans le temps, des choses très comparables. Cet hiver, les dégustations d'Altenberg qu'on a faites avec Thierry Meyer, finalement, les vins qui s'en sont sortis le mieux sont des muscats. Des années 80 et 90, qui viennent de la Heich peut-être en partie, ou de ce début d'Altenberg, et c'était des vins de chez Sibert Jean Bernard quoi. Quel cépage irait le mieux quand même avec ce terroir? Aujourd'hui, de toute façon, c'est le Riesling. Ça, c'est sur les 30 hectares que font le Grand Cru. Aujourd'hui, le Riesling représente plus d'un montière quoi. Pour quelle raison du coup? L'adaptation, tout simplement, au fur et à mesure du temps, ils ont vu que les Riesling s'affirmaient le plus sur ce terroir-là. Et commercialement aussi, c'est le vin qui marche, le Riesling. Les Gewürz, on les a sur la partie arrière du Grand Cru qui elle est plus argileuse, plus lourde. Par contre là à ce moment-là on produira des Gewürz avec beaucoup de matière, beaucoup de charpente. Mais sans lourdeur, pareil, on peut avoir des Riesling avec 50 grammes, 40 grammes de sucre résiduel. Mais on n'aura pas une sensation de lourdeur ou de pâteux en bouche. Parce qu'on aura cette structure acide qu'on a dans le Riesling, on l'aura aussi dans le Gewürztraminer malgré tout. Donc on aura quand même des vins avec de l'élégance, des vins qui se boivent bien, bulvabilité, voilà. On aura ça, même sur les Gewürz, même avec beaucoup de matière. Sur le Grand Cru, on a des Riesling, on a des Gewürztraminer, des Pinots gris, des Muscats, on a même des Pinots noirs. Pour les Grands Crus, uniquement la partie basse, pour l'appellation Grand Cru quoi. Et la partie haute va rejoindre le Riesling de Volksheim tout simplement. Parce que là, qualitativement, elle n'est pas du tout sur le même type de raisin. Sur la partie basse, on va vraiment tomber sur des tout petites grappes. Très lâches. Les grappes ne sont jamais serrées. Même les rendements aujourd'hui, Grand Cru, ça doit être 55 hectos, je crois, autorisés. Sur la partie basse, on les oublie les 55. Quoi. Ça tourne plutôt autour des 40. Mais de ce fait-là, on a un fruit, une concentration, sans avoir des excès de sucre
énorme. Ça veut dire on ne va pas rentrer des trucs à 15, ça ne nous intéresse pas non plus. On va garder une fraîcheur, mais on aura surtout une maturité aromatique qui en bas est extraordinaire. Mais il faut venir au vendange pour voir ça. Il faut goûter le raisin du bas et le raisin du haut. Pour comparer les deux pour comparer. Ouais. Et après sur Volxem, on a une particularité sur le grand cru de Volxem. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, les collègues et nous-mêmes, on se rencontre une fois au milieu des vendanges. Quand le premier quand le premier voit d'après ses prélèvements qu'il a atteint sa maturité, on s'envoie des mails et on se réunit en général un dimanche matin, juste un peu plus bas, à côté de la chapelle, en plein milieu du Grand Cru naturellement. Tout le monde vient avec ses prélèvements, on en parle, on en discute ensemble et naturellement ça se termine autour d'un verre, quoi. De Grand Cru, normalement, quoi. Normalement. Mais ça permet justement de discuter à cette période-là, on est tous pas sous stress, on est tous très occupés. De faire le point entre nous et ça nous a surtout permis de faire avancer ce Grand Cru là ensemble. Ensemble. Aujourd'hui on voit très peu de disparités entre les différents collègues, quoi. Et ça nous a, alors qu'on en avait il y a 10-15 ans en arrière. Aujourd'hui les gens qui étaient un peu à la rue derrière nous ont largement rattrapés grâce à ce travail là, quoi. Ils ont compris qu'il y avait un souci chez eux au niveau des maturités quand ils voyaient ça par rapport à certains d'autres. Et tout le travail a été remis en question. Et aujourd'hui, on est tous ensemble dans le même wagon, quoi. Tout le monde va de l'avant. Tout le monde va vers le caritatif. Donc, on n'a jamais voulu laisser quelqu'un au bord de la route, quoi. Ça a été hors de question. Il fallait que tout le monde vienne avec, puisque c'est une propriété commune, c'est commun. Donc, il faut que tout le monde nous suive, quoi. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une dégustation que vous avez faite des grands crus avec tous les vignerons de Volxem. Lui, au début de cette année, donc au printemps, c'était au mois d'avril. On a donc, au niveau du syndicat de la gestion des grands crus, on a organisé une dégustation de l'Altenberg de Volxem. Donc on est revenu sur plus de 5 décennies, puisqu'on est remonté jusque dans les années 60 à peu près pour les plus vieilles. Alors que l'appellation, il y a certaines bouteilles où l'appellation Alsace n'était même pas dessus, puisque l'AOC est de 62. Donc on avait 2-3 bouteilles qui étaient un peu plus anciennes, quoi. De toute façon, le grand cru de toute façon pas, puisqu'on est dans le deuxième décret, celui de 92, je ne me trompe pas. Donc on avait pas mal de vins des années 80. Et par contre, c'était, je pense que pour beaucoup de vignerons à table, ça a été une découverte, enfin la découverte de leur grand cru. Autant une certaine génération en avait encore conscience, autant la jeune génération, donc pas la mienne, la suivante déjà, ils n'avaient pas quoi, enfin pas conscience, ils n'avaient pas l'habitude de goûter ces vieux vins. Et là, de revenir sur autant d'années en arrière, c'est magnifique. Et on a pu voir que justement, c'est un vin qui se garde sans souci. Sans souci. Et quand je disais à moi que le cépage s'estompe, on le sent encore plus quand les vins ont 30-35 ans. On n'arrive même plus à faire la distinction entre un muscat et un Riesling. On n'y arrive plus, même nous, enfin nous professionnels, on n'y arrivait pas, quoi. On ne savait plus dans quel monde on était. Par contre, on était dans un monde magnifique, c'était joli, quoi. C'était aromatique, c'était beau, c'était long, pas fatigué du tout. Certes, c'est pas une jeune fille de 20 ans, on le sent, mais c'est une belle femme de 50, tout simplement. C'était joli, c'était magnifique, ouais, c'était vraiment magnifique. Et tout le monde est reparti de cette soirée-là avec un sentiment, enfin, heureux d'être ici, heureux d'avoir des vignes sur ce terroir-là, et heureux de faire le travail qu'ils font aujourd'hui. En espérant que nos gamins pourront faire des soirées comme ça dans 20 ou 30 ans, quoi. Voilà, et qu'ils auront autant de plaisir que nous, surtout, à les ouvrir. Parce que c'était vraiment une soirée magnifique. On a un terroir qui a un énorme potentiel, à nous de le faire découvrir, puisqu'aujourd'hui, c'est la tare de ce terroir, aujourd'hui, c'est sa méconnaissance du public. Beaucoup de gens ne le connaissent pas du tout. C'est pas qu'il n'a pas bonne réputation, c'est qu'il n'est pas connu du tout. Le problème, il est là, quoi. Les gens ne connaissent pas Volxem, ne connaissent pas le grand cru Altenberg de Volxem, alors qu'il mériterait d'être largement devant, quoi. Au niveau de son potentiel, il a un potentiel énorme que beaucoup d'autres n'ont pas. Mais il faut juste à nous de le faire connaître. Et ça passe uniquement par la dégustation, le faire goûter à gauche, à droite, pour que les gens le reconnaissent enfin, tout simplement, quoi. Parce que seul on ne peut rien faire. Seul, on est tout petit. Alors que quand on est à plusieurs, chaque fois qu'on parle de Volxem ou d'Altenberg, c'est bon pour les collègues, c'est bon pour moi, c'est bon pour le troisième. C'est une politique commune, c'est le village qui restera, c'est pas nous de toute façon. C'est l'Altenberg qui restera. Donc les gens, ils font que de passer, et d'autres qui viennent après, c'est comme ça. Mais l'Altenberg, lui, restera. À nous de le faire connaître, tout simplement. J'ai pris mon 8 là, c'est bien. Ça me permet de goûter un 8.
Mais le muscat, c'est clair, est complètement muscaté. Alors c'est loin du muscat un peu sucré, un peu acide, même s'il y a une belle fraîcheur. Et ça, c'est ce paradoxe de l'Altenberg, même un vin donc, qui a 13,5 d'alcool, hein, complètement sec, il paraît vachement light, vachement simple. Tu n'as pas l'impression d'avoir 13,5 d'alcool, c'est logique. Hein. Tu crois que c'est un 11,5 fluet, quoi. Ouais, il est très buvable, ouais, très facile. Hein. Mais ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Il faut que ce soit des vins qui ne marquent pas la bouche, qui désaltèrent, qui donnent envie d'y revenir. Voilà, c'est. Côté salin aussi. Voilà, bah, bien sûr. Même si c'est une jeune vigne, même si, etc. Mais on a quoi, 5-6 grammes par pied. Et on arrive quand même à faire des 35-40 hecto-hectares hein, dans l'Altenberg sans problème, hein, on n'en a rien du tout. Parce que c'est un terroir puissant, il y a des réserves hydriques, minérales, tout ce qu'on veut. Hein. C'est quand même le terroir où j'ai la plus grande diversité de plantes aussi, hein, où j'ai vraiment une occupation de moindre centimètre carré par tout ce qu'on veut, et en dessous, je suppose, autant de bactéries, de champignons, voilà. Donc la vigne, là, elle est plein pot, hein, elle est bien. Et ça se traduit donc par ces 8 mètres de branches que tu as souvent dans le Riesling. Le muscat, on a vu quelques pieds où ça commence. Et je sais très bien qu'une fois qu'elle sera bien implantée, c'est ce qui va se passer, ça va être une job. Parce que c'est toujours, tu vois ça de loin, tu l'entends de loin, mais le fait de le goûter, et d'abord on avait fait une visite des vignes, c'est quand même une explication de texte quand tu as une cohérence que tu retrouves dans le verre par des choses qui t'interpellent. Je pense que c'est là que moi j'ai fait mon boulot. C'est quand c'est juste du vin de mon village qui parle, sans rien. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller goûter ce terroir méconnu qu'est l'Altenberg de Volksheim. En tout cas, vous retrouverez les portraits vidéo de ces deux vignerons la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour les recevoir. A très bientôt et joyeux Noël!